Le 8 mai 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Huneuil du film américain Au seuil de la vie, The Devil is a Sissy, texte intégral. Au seuil de la vie. Le titre américain de ce film est The Devil is a Sissy, ce qui signifie à peu près Le diable est une nouille. On a cru bon d'y substituer en France les 5 mots que vous avez pu lire plus haut et qui sont aussi plats qu'inquiétants. Ils font redouter en effet qu'Hollywood n'ait voulu philosopher, à sa manière trop bien connue, sur l'enfance et la jeunesse. Il n'est pas impossible du reste que telle ait été au début l'intention des auteurs. Dans les premiers mètres du film, nous voyons un architecte anglais déchu, séparé de sa femme, une américaine très riche, et qui reçoit pour 6 mois, comme le tribunal l'y a autorisé, la garde de son enfant. C'est un gamin délicieux, élevé par des précepteurs très distingués, connaissant tous les palaces de l'ancien et du nouveau monde. Le père décide, incontinent, de lui donner une éducation démocratique. Cet homme doit nourrir dans son fort intérieur tout un système pédagogique et républicain. Nous tremblons un instant qu'il ne nous soit exposé. Mais il se contente d'expédier, sans plus de discours, le petit Claude à l'école primaire du quartier populeux de New York où il habite. Peu importe que Claude y oublie tout son latin, tout son français, et risque de devenir un petit forban. Les principes de l'architecte sont saufs. Son fils apprendra d'abord, pense-t-il, la vie. La thèse du film ne va pas plus loin, et on s'en félicite. Ce n'est pas que le canevas de l'histoire soit très fin. Le jeune Claude n'a d'autre souci que de gagner l'estime des 2 fortes têtes de l'école, Geek et Buck. Geek est le fils d'un petit filou malchanceux qui vient de passer sur la chaise électrique pour une rixe où il y a eu mort d'homme. On devine qu'en une telle compagnie, Claude va recevoir une forte éducation. En effet, on l'initie sans retard au vol des roues de secours des automobiles que l'on vend à un vieux brocanteur. Le but de ces larcins est à vrai dire honorable. Geek veut mettre une pierre sculptée sur la tombe de son père. Claude, d'abord méprisé pour sa figure délicate et son ignorance du slang, qui est l'argot du titi new-yorkais, donnera bientôt des conseils aux chapardeurs. Mieux vaut, selon lui, tenter un grand coup que se risquer à chaque instant pour un maigre profit. Il conduit donc ses copains dans une villa désertée. Ils y dérobent des jouets de petits millionnaires, mais un policier est intrigué par leur manège chez les receleurs. Ils sont traduits devant le tribunal d'enfants. Ici se place une scène un peu trop longue, mais que sauve sa bonhomie. Le juge, rigoureux quand il le faut, bonhomme quand il en aperçoit l'occasion, tire bientôt l'affaire honnête. Claude a simplement cambriolé la somptueuse maison américaine de sa mère, qui vit maintenant à Londres, et volé ses propres jouets. Cependant, Geek et Buck, qui n'en savaient rien, ont été moralement les complices d'un véritable vol. Le juge leur impose 6 mois de liberté surveillée, tout en leur parlant du diable et de sa couardise. Tout cela n'est qu'une suite d'anecdotes qui tournent même franchement au mélo vers la fin. Geek et Buck veulent échapper à la visite mensuelle de l'inspecteur de police. Ils complotent une grande fugue à pied. C'est la maison de correction qui les attend. Claude, enrhumé, sort de son lit pour les retenir, n'y parvient pas. Là-dessus, des gangsters poursuivis arrivent, prennent les gamins pour paravents. Claude sauve l'équipe par son sang-froid. De cette nuit mouvementée, il revient avec une grave congestion et l'on joue de nos nerfs avec une facilité fort blâmable en nous montrant pendant de longues images ce ravissant bambin entre la vie et la mort. Tout s'achève, comme dans la bibliothèque rose, par le repentir des garnements et le mariage probable de l'architecte avec une jeune personne aux mœurs légères et au grand cœur dont rien, si ce n'est la soumission aux poncifs du cinéma, ne justifiait la présence, heureusement épisodique, dans cette aventure. La matière du film est en somme banale, sinon détestable. Pourtant, on n'y pense presque jamais.
Le spectacle est sauvé par son détail. Si la plupart des situations sont fausses, tous les personnages sont vrais et surtout nullement édulcorés. Les scènes affectueuses entre le père et le petit Claude sont charmantes de spontanéité. Le juge, tout humain qu'il soit, se garde bien de l'imbécile littérature des bagnes d'enfants. Plusieurs comparses, entre autres l'ancien combattant qui parle à tout venant de ses campagnes, sont traités dans la meilleure manière américaine, à la fois sympathique et ironique. En y regardant d'un peu plus près, on songe également que le père de Geek aurait pu être un innocent, ce qui nous condamnait à un feuilleton insupportable. Point. Il ne méritait sans doute pas d'être grillé, mais enfin, il ne valait pas cher. Il y a surtout le trio des boys, le petit anglais Freddie Bartholomew, l'adorable David Copperfield, le petit garçon le plus éveillé et le plus séduisant que l'on puisse imaginer, et à ses côtés, les deux garnements Yankees, Jackie Cooper, Mickey Rooney. Rooney fit ce qu'il pouvait naguère dans le rôle de Puck du juif Max Reinhardt, ce prétentieux pompier. Mais en casquette et culotte de velours, le slang et le mégot aux lèvres, c'est une autre affaire. Rooney est sans doute le plus méritant du film. Son chagrin à la mort de son vieux, sa fierté en apprenant qu'il a fallu 4 décharges pour tuer ce rude lapin, son mélange de hargne et de timidité devant le juge, comme tout cela est bien exprimé. Quels acteurs que ces gamins d'Hollywood! Quelle méthode a-t-on là-bas pour les dénicher, pour laisser ce naturel en les formant cependant aux rôles les plus difficiles? Jackie Cooper, bien qu'il ait beaucoup grandi, que sa voix commence à muer, est excellent lui aussi. Il doit logiquement réaliser ce cas très rare de devenir un remarquable comédien après avoir été un petit phénomène. Il faut dire que l'auteur, le dialoguiste, le metteur en scène, Van Dyck, ont le sens le plus juste de la psychologie enfantine. Le secret de leur réussite, que je cherchais il y a un instant, n'est-ce pas d'abord de savoir retrouver aussi parfaitement les sentiments, les soucis d'un écolier? L'histoire de la pierre tombale, qui aurait dû verser dans la pire pleurnicherie, est dans cet ordre un petit chef-d'œuvre. De même, les débuts de Claude à l'école, rossé, bafoué et irrésistiblement attiré cependant par les plus farouches gaillards de la troupe. Les images du New York populaire sont pittoresques, bien enchaînées. On retrouve là un véritable langage cinématographique. Avec un scénario moins effiloché, Hollywood tenait peut-être le meilleur film de sa saison.